Donc, je vais partager mon écran. Euh, oui, OK. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Euh, donc, comme ça vous disait, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, j'ai utilisé mon expertise dans l'analyse démographique des maladies infectieuses pour m'investir dans l'évaluation des impacts sociodémographiques de la pandémie de la COVID-19. Et avec Jack Jadwab de l'Association pour les études canadiennes, ACS, nous avons reçu l'année dernière, l'été dernier, un gros financement du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID pour faire une enquête sur le risque et l'immunité envers la COVID-19 à Montréal-Nord. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui sont les grandes lignes de l'enquête et les résultats préliminaires du premier cycle qui se termine à la fin de 7 mois. Donc, l'équipe, comme je disais, donc moi et Jack Jadwad, nous sommes les deux enquêteurs principaux. Le directeur de recherche est Paul Hawley. La coordinatrice et l'analyste en charge du projet sont Fatmata Kamara et Benjamin Treitz, qui sont à ACS. Et nous avons aussi une chargée de communication et de liaison communautaire parce que, comme je vais vous expliquer, favoriser des liens communautaires est un des objectifs attendus du projet. Donc, pourquoi Montréal-Nord? Ben, on l'a déjà dit dans la première présentation, il y a certains quartiers qui ont de Montréal, qui ont des caractéristiques très différentes des autres. Et Montréal, en termes pandémiques, Montréal-Nord, vraiment, depuis le début de la pandémie, est considéré un des points chauds. Parce que même si c'est le 10e arrondissement en termes de taille de la population, est le 3e maintenant en termes de nombre de cas de COVID. Pendant longtemps, il a été le premier, en effet. Donc, en date, au début du mois de décembre, il y avait presque 12 500 cas pour 100 000. Donc, presque double la moyenne pour l'ensemble de l'île de Montréal, qui était autour de 7 600. Montréal est un des quartiers les plus pauvres de l'île de Montréal, avec un revenu médian inférieur de 11 000 dollars canadiens par rapport aux autres arrondissements. Il a aussi une densité de population relativement élevée et l'autre caractéristique est que presque une moitié de sa population sont des minorités visibles. Et donc, ces trois caractéristiques, le faible statut socio-économique, la densité de la population et la proportion des minorités visibles sont, selon la littérature existante, qui est quand même très, très limitée en termes de disponibilité des données sur ces enjeux, considérés des facteurs de risque pour la diffusion et les issues de la pandémie. Donc, notre question de recherche était de faire une collecte de données originales pour identifier les déterminants et les déterminants de l'impact disproportionné de la COVID-19 à Montréal-Nord. Les retombées de ces projets sont au niveau académique de mieux comprendre donc les facteurs d'infection et de l'immunité, mais ce projet a aussi des retombées attendues du côté des politiques publiques parce que cette meilleure compréhension vise à améliorer l'évaluation des efforts d'atténuation de la COVID-19 et en faisant le projet d'établir des liens communautaires et de transfert des connaissances avec les décideurs publics locaux. Donc, l'approche du projet est une approche en 3 volets. Donc, il y a un sondage en ligne sur 2 cycles. Donc, le premier cycle qui a commencé au mois d'août et qui se termine, comme je disais, à la fin du mois. Et le deuxième cycle qu'on avait envisagé au début, je vais vous dire dans une seconde, de commencer au mois de mars pour se terminer au début de l'été, mais que probablement on va repousser un peu. Notre objectif est d'enquêter 4 000 répondants à chaque cycle, donc 2 000 à Montréal-Nord et 2 000 dans les autres arrondissements pour aux fins des comparaisons. Donc, les questions dans les sondages en ligne sont des questions qui visent à mesurer le contexte socio-économique et socio-démographique des répondants et de leur ménage, parce que l'enquête a
un angle ménage important. Évaluer les comportements en termes de comportements de protection, y inclut la vaccination, et aussi les attitudes individuelles envers la COVID-19, donc les craintes et les perceptions de risque par rapport au virus. L'originalité de l'enquête est qu'à la fin du sondage, les répondants ont la possibilité de donner leur consentement pour participer à une étude sérologique qui vise à mesurer le niveau des anticorps contre la COVID-19 de l'individu. Cette étude sérologique est auto-administrée, donc les répondants qui acceptent à la fin du sondage donnent leur adresse postale et nous envoyons par la poste un kit pour faire l'étude sérologique qui est un type de prélèvement auto-administré, un peu comme quand on fait des examens pour le diabète. Donc, c'est une petite piqûre sur le doigt. La goutte de sang est faite, est mise, disons, sur un papier et le papier est scellé et envoyé de nouveau à nous, qui ensuite l'acheminons au laboratoire d'Ottawa. Notre objectif était autour de 500 répondants dans les 2 groupes par cycle parce que nous avons besoin de ce type d'échantillon pour avoir suffisamment de pouvoir statistique pour comparer donc l'immunité naturelle entre Montréal-Nord et le reste de l'île de Montréal. Nous avons quand même eu beaucoup de difficultés quand nous avons commencé la collecte des données parce que si vous vous rappelez, à la fin du mois d'août, la situation épidémiologique était très favorable. La diffusion de la COVID était très, très, très limitée. On ne parlait pas encore du tout de la variante Omicron. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup des incentives au niveau individuel de participer à ce type d'études sérologiques. Donc, nous avons presque déjà atteint notre objectif de répondants au sondage, mais nous étions très loin de notre objectif par rapport à étirer la période d'enquête. Et la variante Omicron, qui a été aussi néfaste sur tous les plans, a été par contre favorable à l'incentive des répondants de participer à notre étude. Et donc, au cours des 2 dernières semaines en particulier, nous sommes arrivés presque à l'objectif des 500 prélèvements que je vous disais. Et nous ne l'avons pas encore fait, mais une fois que donc, cette vague, en gros guillemets, de l'enquête quantitative sera terminée, nous voulons faire aussi des entretiens qualitatifs avec 25 répondants à Montréal-Nord et 25 dans le reste de Montréal pour mieux comprendre certains enjeux qui nous avons vus sont ressortis de l'enquête en ligne. Donc, l'état actuel de l'enquête est que, comme j'ai dit, nous sommes à plus que 1300 répondants dans à peu près 600 ménages. À Montréal-Nord, nous avons un tiers des répondants. Nous faisons des investissements maintenant sur le terrain à Montréal-Nord pour améliorer cette proportion. La taille moyenne des ménages qui nous avons enquêté un peu plus que 2. Et donc, dans l'enquête quantitative, le répondant peut déclarer si il a reçu un diagnostic positif d'infection ou d'infection à la COVID-19. Et donc, sur la base de cette prévalence autodéclarée, ce que nous mesurons est que un peu plus que 12% des répondants à Montréal-Nord déclarent d'avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19 vis-à-vis à peu près 5% dans le reste de Montréal. Qui sont nos répondants? Et ici, ce que vous voyez, il y a 4 colonnes parce que je vais vous présenter aussi, nous l'avons appelé les volontaires, sont les volontaires pour l'étude sérologique. Il y a quand même une certaine différence entre les répondants de l'enquête quantitative et les répondants de l'enquête qui ont accepté de participer à l'étude sérologique. Et c'est ça qu'ils vous permettent
que ce tableau vous permet de voir. Donc, nous avons une proportion prépondérante des répondants qui sont des femmes. On le voit surtout dans les volontaires dans le reste de Montréal-Nord pour l'étude sérologique. Nous avons à peu près 15% des répondants qui déclarent faire partie d'une minorité visible à Montréal-Nord et un peu plus dans le reste de Montréal, ce qui est lié complètement au fait que notre proportion de répondants à Montréal-Nord est inférieure que dans le reste de Montréal. Donc, ce n'est pas parce que il y a moins de répondants qui sont des minorités visibles, c'est justement que nous n'avons pas encore atteint le nombre de répondants à Montréal-Nord que nous souhaitons. Dans la plupart des cas, à Montréal-Nord, sont des répondants qui déclarent utiliser le français comme langue parlée régulièrement à la maison. Cette proportion est inférieure dans le reste de Montréal. En termes de structure par âge, à Montréal-Nord, nous avons un peu plus de 35 ans et plus par rapport au reste de Montréal, mais cette différence se voit surtout dans la structure par âge des volontaires à l'étude sérologique. Ce sont pour la plupart un peu plus que la moyenne des répondants déclarent d'être mariés. Parmi les autres, la plupart sont mariés. Donc, il est pour cette raison que notre taille de ménage est un peu plus que 2. Le revenu que nous avons mesuré est autour de 50 000 $ canadiens à Montréal-Nord, vis-à-vis 62 000 à peu près dans le reste de Montréal. Le niveau d'éducation est pour la plupart plus que le secondaire, comme on s'attendait. Mais c'est que nous avons observé que à cause aussi de la structure par âge et que la proportion de répondants qui déclarent avoir un baccalauréat ou supérieur est beaucoup plus élevée dans le reste de Montréal qu'à Montréal-Nord. Proportion, en termes de statut d'immigrant, il y a une proportion étrangement inférieure de répondants qui déclarent être nés à l'extérieur du Canada par rapport au reste de l'île. Mais de nouveau, il faut se rappeler que notre proportion des répondants à Montréal-Nord est inférieure que dans le reste et ces proportions ne sont pas ajustées pour ça. Donc, en termes d'expérience avec la COVID, donc ce que je vous disais tantôt, nous avons posé plusieurs questions pour savoir quelle était l'expérience avec le virus. Nous avons demandé si quelqu'un s'est fait un autodiagnostic, okay? Donc sans se faire dépister. Dans le reste de Montréal, ceci a été la plus grande proportion des répondants qui a dit d'avoir reçu un diagnostic, mais c'est où on trouve aussi la plus grande proportion des répondants qui déclarent avoir fait un test de dépistage. Les dates sont différentes. Donc, dans l'enquête, nous posons aussi beaucoup de questions sur les dates du premier test, du deuxième test, du dernier test. Donc, ces deux proportions sont à voir pas de façon simultanée, mais l'autodiagnostic dans notre échantillon sont des répondants qui s'étaient fait un autodiagnostic au début de la pandémie, quand les tests de dépistage n'étaient pas autant accessibles. Les autres qui ont reçu un test de dépistage, c'était plus dans la deuxième et troisième vague de la pandémie, quand les tests de dépistage étaient plus accessibles. Il y a beaucoup de cas dans le reste de Montréal, des contacts avec un cas positif et des diagnostics par un professionnel de la santé. À Montréal-Nord, la plus grande proportion, par contre, sont ceux qu'ils ont reçu un résultat de test de dépistage parce que, et je vais ici, parce que c'est à Montréal-Nord où on trouve une très forte proportion de répondants qui déclarent être des enseignants ou des travailleurs dans un milieu de la santé ou dans un CHSLD-RPA. Donc, ce sont les catégories qui ont été toujours visées par le programme de dépistage.
l'état de santé qui est autodéclaré est légèrement inférieur à Montréal-Nord que dans le reste de Montréal. Je n'ai pas trop le temps de passer à travers les résultats sur les conditions chroniques, mais nous pouvons regarder ensemble ce graphique sur la santé autodéclarée. Et donc, vous voyez la différence quand même faible, mais qui existe entre l'état de santé qui est déclaré à Montréal-Nord et dans le reste de Montréal. Nous avons aussi posé beaucoup de questions en termes des attitudes et des craintes si les répondants ont peur de contracter la COVID et pour quelles raisons ils ont peur ou ils n'ont pas peur. De nouveau, pour bien interpréter ces résultats, il faut se rappeler que la plupart de ces entrevues ont été faites au début de l'automne. Okay? Donc, ce n'était pas du tout en lien avec la vague Omicron. Donc, où on voit très, très bien l'impact de la vaccination. Okay? Et l'impact des consignes sanitaires sur les raisons pour avoir ou ne pas avoir peur. Et en effet, ici, les deux sont inversés. Maintenant que je le regarde, pardon. Ici sont les raisons pour lesquelles les répondants n'ont pas peur et ici, pour lesquelles ils ont peur. OK? Pardon. Madame OK. Bignami, Madame Bignami, juste pour vous dire que vous parlez Oui, depuis 15 minutes et donc je ne veux pas à la fois que oui, vous oui, oui, soyez en non, retard et je viens oui, de regarder, oui, c'est oui, je bon, viens de c'est regarder parfait. l'heure justement. Donc, je vais m'arrêter ici. Il y avait beaucoup. Nous avons pas encore les résultats des tests sérologiques. C'est la dernière chose que je voulais dire. Le laboratoire vient de nous envoyer les résultats des premiers 150, mais nous n'avons pas encore analysé ces données. Donc, c'est où on s'est rendu. Merci. Merci beaucoup, fort intéressant. Bien sûr, on suivra certainement les résultats de votre recherche. J'avais peut-être juste une toute petite question, si vous me le permettez. Vous dites que c'est une